Question Arnaud Le Parmentier. Oui, alors l'AFP nous apprend, excellente agence, que ce week-end, 2 Savoyards partis faire le djihad en Syrie doivent sortir de prison. C'est ce qu'a décidé un juge des libertés. Est-ce que c'est un bon signal de réinsertion des djihadistes? J'ai effectivement eu connaissance de cette décision. Je respecte la justice. Et à la place qui est la mienne, je ne peux pas faire de commentaire sur cette décision. Mais je sais aussi que le parquet de Paris, parquet antiterroriste, a fait appel de cette décision. Et j'attends donc la décision de la Cour d'appel. Mais ce qui me paraît être essentiel, c'est que le gouvernement ait intégré, je pense l'avoir démontré, et avec Bernard Cazeneuve, nous l'avons souligné à maintes reprises, le niveau de la menace. Et nous agissons pleinement en conséquence. Les moyens que nous donnons à nos services de renseignement, les policiers, les gendarmes et les 10 000 militaires mobilisés sur le terrain pour protéger les lieux de culte, juifs, musulmans, les écoles, les espaces publics et les moyens que nous donnons. On va se Vous retrouver seriez choqué si les deux étaient libérés? Ou c'est une forme de déradicalisation d'anciens djihadistes? Je pense qu'il faut, notamment dans ce moment-là, et après les événements que nous avons connus, il faut agir avec la plus grande détermination et la plus grande sévérité. Comment on va trier ceux qui ont fait des erreurs, qui reconnaissent qu'ils ont fait n'importe quoi et qui veulent se réinsérer, et ceux qui resteront dangereux? Comment on va trier? Il y a 3000 Européens aujourd'hui, en Syrie et en Irak. Quand on se projette dans les mois qui viennent, il pourrait y en avoir 5000 avant l'été. Et sans doute 10 000 avant la fin de l'année. Est-ce que vous vous rendez compte de la menace que cela représente? Il y a 1400 Français ou résidents en France. Mais ça concerne le Maghreb, ça concerne la Belgique, qui sont concernés par le djihad en Irak et en Syrie. Il y a déjà près de 90 Français ou citoyens, ce chiffre est rarement rappelé, qui sont morts là-bas, les armes à la main, pour combattre nos valeurs. Donc nous sommes face à une menace particulièrement élevée, qui va grandir en France, en Europe, dans d'autres pays. Je rappelle que par ailleurs dans le monde, ce sont les musulmans qui sont eux-mêmes les premières victimes de ce terrorisme. Oui, cette menace, elle est devant nous. Donc, par la coopération internationale, par la coopération européenne, par les choix que nous faisons, par les 2 lois antiterroristes que nous avons votées en 2012, quand j'étais ministre de l'Intérieur, et en 2014, avec Bernard Cazeneuve. La loi sur le renseignement. Donc, il faut une grande vigilance. Et en même temps, il faut une mobilisation de la société, des familles, c'est ce que nous faisons. Et aussi un message qui s'adresse à cette jeunesse, une partie de cette jeunesse très minoritaire, mais qui dévoyée veut aujourd'hui comme projet de vie donner la mort. Vous avez dit, donc ça veut dire qu'il faut que chacun soit très conscient du niveau de gravité de la menace et de responsabilité de chacun et notamment des familles. Vous avez dit et répété que 2 dangers se nourrissent l'un l'autre et montent l'islamisme radical et l'extrême droite. Et vous ajoutez que le populisme et le djihadisme sont liés. Est-ce que ça veut dire que le Front National et les djihadistes sont d'une certaine façon complices ou en partie liés? Non, le populisme et le djihadisme. Ce que cherche l'État islamique, Daesh, et tous les documents le montrent. Et je vous invite à lire le très bon livre du journaliste qui a été lui-même pris en otage, Nicolas Hainer, qui montre très bien comment Daesh, dans son organisation et dans son projet politique, par les attaques qu'il mène contre nos sociétés, veut diviser. Veut diviser et notamment veut faire en sorte que l'islam, le musulman, soit montré du doigt. Nous avons, nous, un devoir. C'est de protéger évidemment tous les Français. C'est de protéger les Juifs de France qui sont particulièrement visés. C'est de protéger aussi nos compatriotes et nos concitoyens musulmans. Les actes on bidonne les chiffres sur l'augmentation des actes anti-musulmans, c'est-à-dire les dégradations de mosquées, les insultes à l'égard de nos compatriotes musulmans, n'ont cessé de monter. On ne bidonne rien. Mais je comprends la remarque de Madame Le Pen. Madame Le Pen, comme toute l'extrême droite européenne, fait du musulman l'ennemi. Et donc notre rôle, c'est de combattre l'islamisme radical, le djihadisme, le terrorisme, de nommer les choses clairement, et de l'autre côté, de protéger nos concitoyens et de faire en sorte, c'est tout le sens de la politique que nous menons, c'est tout le sens des annonces que nous avons faites avec Patrick Caner et Myriam El Khomri vendredi, c'est tout le sens des mesures que nous allons proposer avec Sylvia Pinel vendredi prochain sur les territoires ruraux et périurbains. Ça veut dire que notre rôle, c'est de protéger, c'est de rassembler, c'est de faire en sorte qu'on vive mieux dans notre société. Le mot qui revient le plus avec vous depuis tout à l'heure, c'est protéger les Français. Ah, mais je pense que c'est quelque chose qui est très attendu. Justement, quand je vois la baisse des chiffres de la délinquance, notamment des cambriolages, grâce aux actions que j'ai mises en œuvre quand j'étais ministre de l'Intérieur et que Bernard Cazeneuve a amplifié, quand je vois la baisse de la délinquance, quand je vois la baisse des cambriolages, notamment dans les territoires ruraux, je me dis que là aussi, on n'est plus dans le discours
On n'est pas dans le discours uniquement sur les valeurs de la République et de l'autorité. Nous sommes dans des résultats. Donc je veux dire aux Français que ce gouvernement agit pour les protéger et que nous obtenons des résultats. Alors les territoires ruraux qui attendent aussi également des mesures. Vous avez annoncé des mesures. En effet. Voilà, vous avez annoncé des mesures effectivement donc pour lutter contre l'apartheid, contre les ghettos que vous avez dénoncés. Pendant 40 ans, l'État a attribué des logements sur des bases ethniques. Il y a la tour des Maliens, la barre des Sénégalais, la tour des Algériens. Est-ce qu'il n'est pas temps pour casser cela, d'accepter d'utiliser l'outil des statistiques ethniques officiellement? On m'a posé la question. Les statistiques ethniques ne sont pas possibles, elles sont encadrées par une décision du Conseil constitutionnel. Enfin, la question des statistiques. En revanche, travailler sur les statistiques de la diversité, il y avait d'ailleurs une proposition de loi il y a quelques années portée par Georges Paul-Langevin, qui est aujourd'hui au gouvernement, et par le député de Paris, Christophe Carèche. Ça nous a donné effectivement les moyens, au fond, de mieux regarder nos politiques de peuplement. Mais pour empêcher la ghettoisation, cet apartheid territorial, social, ethnique que j'ai dénoncé, qui évidemment n'a rien à voir avec le régime de l'apartheid d'Afrique du Sud, mais qui montrait bien ce sentiment de relégation, il faut des mesures fortes. C'est celle que nous venons de prendre. L'application de la loi qui doit obliger toutes les villes à construire du logement social. Ça va casser les ghettos et casser l'apartheid. Les sanctions. Ça cassera l'apartheid. Pourquoi ce plan sera-t-il différent des 30 plans précédents? D'abord, ne regardons pas avec mépris ce qui a été fait. Non, c'est une question, il n'y a pas de mépris. Ce sont des milliards d'euros qui ont permis aussi de remettre du beau dans nos quartiers, de rénover et de tenir. Parce que sans cette politique dite de la ville, mise en œuvre il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, avec une continuité républicaine, nous étions hier avec le président de la République à Clichy-sous-Bois pour rendre hommage à Claude Dillain. Et une grande partie d'ailleurs de ce que nous avons proposé vendredi s'inspire de ce que Claude Dillain proposait. Il y avait plusieurs ministres de la ville et il y avait notamment Jean-Louis Borloo. Donc il y a cette continuité bien évidemment. Donc appliquer cette loi et l'État va se substituer aux maires qui ne veulent pas construire. C'est une manière de casser les ghettos? Aider les maires bâtisseurs, ceux qui veulent construire du logement social. Qu'on ne mette plus les plus pauvres dans les quartiers les plus pauvres. C'est la décision que nous avons prise sur ce qu'on appelle le DALO. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sous le seuil de pauvreté ne pourront pas être relogés, contrairement à ce qui se passait jusqu'à maintenant, dans les quartiers les plus pauvres. C'est cette politique, c'est ce que tous les maires de banlieue demandaient, et notamment incarné, soit par François Pupponi, le maire de Sarcelles, qui préside l'ANRU, Francis Choy, le maire d'Evry, ou Luc Carvounas, le maire d'Alfortville. Vous voyez, c'est politique. Là aussi, nous agissons, il faut du concret. Et je pense notamment que pour casser le ghetto, une des mesures les plus importantes, elle a été présentée par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, c'est lutter contre ces cartes scolaires qui enferment dans le ghetto l'école elle-même dans cette logique de ségrégation. Une d'Arnaud Le Parmentier. Est-ce que le chômage va baisser cette année? Tous les économistes le croient. Eh bien, moi aussi, je veux le croire, mais comme je ne suis ni économiste ni pronostiqueur, je suis arc-bouté. Nous sommes arc-boutés avec le président de la République sur une politique de soutien. Si tout le monde le croit, pourquoi François Hollande ne dit-il pas plus clairement qu'il est candidat à la présidentielle? Au lieu d'annexer... Est-ce que vous pensez que c'est la question qui se pose aujourd'hui? Enfin, en tout cas, c'est la question que... Oui, je pense que vu la stratégie que vous avez pour après les régionales, vous avez répondu, qui est que... Ça va. Après les départementales, nous ne changerons pas de politique parce qu'elle est en train de réussir. Et l'un des éléments de cette réussite sera bien évidemment la baisse du chômage. Mais pour baisser le chômage, il faut de la croissance, de la compétitivité, de l'activité pour les entreprises. Voilà, et c'est pour cela que nous ne changerons pas de politique. Le 8 mars, dans l'histoire, dans la culture, la politique, est-ce que vous avez un modèle de femme? Le modèle des femmes, je l'ai retrouvé tout à l'heure. En dehors de la vôtre, mais en dehors, dans l'histoire, bien sûr. La culture, etc. Au-delà de celle que j'aime, bien évidemment. Mais ce n'est pas le sujet, je crois. Je vais retrouver tout à l'heure à déjeuner des femmes de ma ville. Des femmes d'Evry, des conseillères municipales. Dans l'histoire, dans la culture, mais aujourd'hui, je crois beaucoup aux citoyennes qui agissent. À ces femmes qui sont victimes parfois du conservatisme, de la régression, de la violence. Ce sont toutes ces femmes qui se battent pour élever leurs enfants. Souvent, les familles monoparentales, ça veut dire une femme qui élève seule ses enfants. C'est toutes ces femmes qui l'incarnent. Et une de celles qui l'incarnent aujourd'hui, c'est une très jeune femme qui est conseillère générale, qui est candidate à ces départementales, qui est une des adjointes de Francis Choy, qui s'appelle Fatoumata Koïta. Et c'est un de ces visages, comme d'autres au sein du gouvernement, qui incarne aussi cette diversité et en même temps cet amour de la France. Au fond, le message le plus important pour les mois qui viennent, c'est comment, à la fois, on est fort de nos diversités, de nos différences, de nos origines, et comment cette diversité, ces différences, on les met dans
On les met dans ce rassemblement qui est celui des C'est la Français, marque- dans la communauté nationale. Oui, mais ça n'a jamais... C'est la marque Valls, Non, Manuel Valls. Non, c'est la Ça. seule réponse possible, Jean-Pierre Elkabbach, à ce que nous connaissons, c'est la République. La République jusqu'au bout, mais pas dans les discours. Eh bien, pour dans nous- les actes, et c'est ce que nous sommes en Voilà. train de faire et nous Merci. sommes en train de réussir. Merci d'être venu à en vous. ce 8 mars sur les droits des femmes et l'égalité homme-femme. Pour nous, chaque jour est et doit être un 8 mars. On ne se contente pas du 8 mars. Bien sûr, tous les jours. Chaque jour. Tous les Merci d'être venu. Il faudra revenir. Avec grand plaisir. Merci.